Les 20 ministres les plus puissants du monde se sont quittés comme ça, sans accord, sur un échec. C'était hier à New Delhi, où se tenait le G20 des ministres des Affaires étrangères. Pas de communiqué final commun, il y a trop de mines dans les relations entre États-Unis, Chine et Russie en particulier. À Washington, on soupçonne Pékin de vouloir armer Moscou à Kiev. Et Téhéran, pourrait-on ajouter, car l'Iran est à 12 jours de la bombe nucléaire, s'alarment les États-Unis. Ce qui les inquiète aussi, ce sont des liens de plus en plus étroits entre Iran et Russie, après un an de guerre en Ukraine et près de 6 mois de contestation du régime en Iran. Nous devons tous reconnaître que le multilatéralisme est en crise, dit le Premier ministre de l'Inde qui accueillait ce G20, comme si dans ce climat, un nouvel ordre mondial émergeait. C'est cela que nous allons interroger ce soir avec ce titre « Russie, Chine, Iran, les liaisons dangereuses ». J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. 4 invités pour répondre. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et auteur de ce livre « 50 idées reçues sur l'état du monde ». C'est paru cette année aux éditions Armand Collin. Armelle Charrier. Bonsoir. Éditorialiste en politique internationale à France 24. On peut retrouver votre dernier édito, La Chine comme la Russie a refusé de signer le texte final du G20 sur le site de France 24. Sylvie Bermann, vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine. Expérience que vous racontez dans ce livre, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, c'est chez Talandier. Et puis Pierre Aski, chroniqueur international à France Inter et à l'Obs. Et on peut retrouver votre chronique de ce matin sur Inter. Blinken, Lavrov, 10 minutes de non-dialogue pour une impasse diplomatique. C'est notamment sur le site de France Inter. Eh bien, commençons là-dessus. Cet entretien Blinken-Lavrov, qu'est-ce qu'il raconte au fond ? Il dit tout. Ils se sont vus moins de 10 minutes. Et la porte-parole russe a tenu à préciser qu'il n'y avait eu ni réunion ni négociation. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, autrement le fait que les deux se sont sans doute dit leur position de départ qui n'avait aucune chance d'évoluer. Donc ce non-dialogue qui était la première rencontre quand même depuis un an, depuis le début de la guerre, c'est en ça que c'est symbolique, c'est-à-dire on ne se parle pas pendant un an. Alors on se parle par ailleurs, hein, les Russes et les Américains ont des canaux de communication. Le directeur de la CIA a rencontré le chef des services de renseignement russe il y a 2 ou 3 mois. Je pense que le téléphone doit fonctionner, mais au niveau des chefs de la diplomatie, ça ne s'était pas fait. Et lorsque ça se fait, c'est un non-événement dans la mesure où ça dure 10 minutes et il ne se passe rien. Donc ça dit une seule chose. L'heure de la diplomatie n'est pas arrivée dans la guerre d'Ukraine. C'est pas encore le temps de la diplomatie, c'est encore le temps des armes et de la bataille sur le terrain. Elle viendra peut-être après, lorsque chacun aura épuisé sa possibilité d'inverser le rapport de force. On voit bien qu'on est au début d'une période assez décisive d'offensive, de contre-offensive, de matériel nouveau qui arrive ou qui pourrait arriver. On en parlera. D'un côté des chars, de l'autre côté les Chinois. Et donc à ce moment-là, lorsque ils se seront épuisés sur le terrain, l'heure de la diplomatie pourra peut-être revenir. Alors ceux qui ont discuté, c'est les chefs de la diplomatie russe toujours et chinois, Sylvie Bermann, pour se mettre d'accord pour une déclaration commune, rejetant toute tentative d'ingérence et les chantages et menaces des Occidentaux. Espèce de front entre Russie et Chine pour avoir des termes assez forts contre l'Occident. Oui, absolument. C'était d'ailleurs antérieur à la guerre d'Ukraine, où il y avait cette frustration par rapport à l'Occident, aussi bien en Russie qu'en Chine. En fait, ils ont un ennemi commun, et l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et c'est la raison pour laquelle la Chine et la Russie se sont rapprochées de manière extraordinaire, parce que un Russe qui était en charge de l'Asie me disait « on n'a jamais eu d'aussi bonnes relations depuis Catherine la Grande ». Donc, il y avait effectivement des relations un petit peu de méfiance. Aujourd'hui, ce n'est pas une alliance. La Chine ne conclut pas d'alliance, mais c'est un véritable partenariat, y compris d'ailleurs sur le plan militaire, puisqu'il y a eu des exercices militaires en commun. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils fournissent des armes, mais ils sont sur la même ligne vis-à-vis de l'Occident et ils considèrent qu'il y a ingérence. Et par exemple, quand on pense aux sanctions américaines, ce sont des sanctions qui sont adoptées par le Congrès. Autrefois, il y avait des sanctions adoptées au Conseil de sécurité
sécurité, qui étaient des sanctions légales. Aujourd'hui, non. Et les États-Unis menacent de sanctions extraterritoriales contre telle ou telle entreprise. Donc effectivement, il y a ce sentiment d'un Occident hégémonique. Alors évidemment, tout ça ne justifie pas cette intervention de Poutine, mais c'est la perception aussi bien à Pékin qu'à Moscou. Tiens, pour rebondir sur ce que disait Sylvie Bermann, on parle du G20, on parle de l'OTAN. Vous avez des nouvelles de l'ONU depuis le début de la crise en Ukraine, vous, Pascal Boniface? Oui, en fait, l'ONU est bloquée par le division. C'est pas l'ONU qui est bloquée, ce sont les grandes puissances qui se bloquent mutuellement. Alors on parle toujours du droit de veto, de l'impuissance du Conseil de sécurité. Ce n'est pas l'ONU qui est en cause. C'est le reflet de la division du monde. Vous avez parlé de crise du multilatéralisme. Et donc, effectivement, si Russes, Chinois et Américains, et puis Anglais et Français, ne sont pas d'accord, rien ne peut se passer à l'ONU. C'est quand même un canal de contact. Soyons précis, il vaut mieux que l'ONU existe plutôt qu'elle n'existe pas. L'ONU, comme l'a dit un ancien secrétaire général, n'est pas là pour apporter le paradis, mais pour éviter l'enfer. Et l'ONU sert quand même de canal de discussion, de forum. Et puis, il y a toutes les instances, OMS, Organisation mondiale de la santé, HCR. Donc, le fait de taper comme ça sur l'ONU, on se trompe un peu de cible. Les responsables, ce n'est pas l'ONU. Les responsables, c'est les grandes puissances qui ne sont pas capables de se mettre d'accord pour résoudre non seulement la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais la guerre civile en Syrie et multiples autres conflits qui éclatent. À propos d'incapacité à se mettre d'accord, que raconte Armelle Charrier, ce G20 des ministres des Affaires étrangères, sans communiqué final commun? Voilà, les ministres qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un texte commun. Surtout que cette réunion préparatoire, parce qu'en fait le G20 a toujours des réunions préparatoires, donc là c'était celle des ministres des Affaires étrangères, juste avant il y avait eu celle des ministres des Finances et qu'il n'y avait pas eu d'accord non plus. Donc ça veut dire que la question de la division, elle est profonde dans tout ce travail de préparation pour qui ira après sur le G20 avec les chefs d'État. Et c'est vrai que là ce qui était intéressant, c'est évidemment de voir qu'il y avait, j'allais dire, un axe qui était l'axe russe-Chine, parce qu'il est un peu attendu. Et donc, du coup, on voit comment est-ce qu'il se comporte, on voit est-ce qu'il y a encore une capacité de discussion avec les uns et les autres, etc. Mais ce qui est parlant aussi, c'est que les Indiens ont raté le grand écart de la diplomatie. Ils voulaient arriver quand même à ce qu'on puisse parler autour de la table, que du coup, il puisse y avoir des personnes qui, à la limite, partagent ce principe de point de vue et que du coup... Et ça marche pas non plus. Parce que finalement, chacun a son histoire. Et grosso modo, c'est quand même ce qu'on voit, c'est que, certes, il y a les Occidentaux qui pointent du doigt ce qui est en train de se passer en Ukraine, mais derrière, cette guerre en Ukraine, elle fait vaciller le G20, c'est-à-dire pas le G7, pas les Occidentaux, le G20, les 20 pays de la planète. Les Japonais n'ont pas fait le déplacement, ce qui est quand même parlant, parce que normalement ils sont plutôt dans le camp occidental. Et derrière, vous avez Moody qui montre effectivement ça en disant aujourd'hui on est dans un monde qui n'est plus en fait un monde multipolaire. On est dans un monde où les gens vont, chaque pays va exprimer son idée, chaque pays va défendre sa vision du monde. Et l'Inde dit, nous aujourd'hui par exemple, on est capable d'aller essayer de tendre la main à la Russie comme on voudrait tendre la main à l'Ukraine, mais après, laissez-nous régner comme on veut. Si à un moment donné, on a envie de prendre, je prends juste cet exemple parce qu'il est parlant, on a envie de prendre des décisions économiques pour notre pays, on va les prendre. Les décisions économiques, c'est que du coup, on ne va pas respecter les sanctions qui sont les sanctions demandées. On va acheter du pétrole russe, on va acheter des céréales russes, on va acheter des engrais aux Russes. Au passage, avec ce pétrole russe qui a été acheté, il va devenir indien et nous les Européens on va aller acheter ce pétrole indien qui en fait est un pétrole russe et on va le payer plus cher. Donc c'est l'hypocrisie du monde. Mais vous voyez la position. Et derrière, la position sur la question militaire de l'Inde est de dire on va chercher un armement. Quel armement on va prendre? On aurait été au moment de la guerre froide, ils auraient pris un armement dans ces cas-là soviétique. Mais les Indiens disent non, nous on veut un armement militaires américains, parce qu'ils sont meilleurs et parce que demain, si j'ai un problème avec la Chine, je raisonnerai du coup en étant séparé. On répartit le panier en quelque sorte. Et surtout, on voit qu'il y a un fil conducteur qui est finalement la souveraineté, la question des pays. En tout cas, lors de ce sommet, les tensions du moment, sommet du G20, les tensions du moment après un an de guerre en Ukraine se sont clairement cristallisées. Constance Meyer et Benoît Thébault. Autour de la grande table du G20, tension, crispation et une rencontre inédite depuis le début de la guerre. Sergueï Lavrov et son homologue américain Antony Blinken se sont entretenus pendant une dizaine de minutes.
J'ai dit au ministre des Affaires étrangères russe ce que tant d'autres ministres ont déjà dit la semaine dernière aux Nations Unies et lors du G20 aujourd'hui. Mettez un terme à cette guerre d'agression. Engagez-vous sur la voie diplomatique qui aura comme résultat une paix juste et durable. Un face-à-face soldé par un échec. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, les États membres ont échoué à signer une déclaration commune condamnant la guerre en Ukraine. La Chine et la Russie ont refusé d'apposer leur signature, Moscou accusant les Occidentaux de menaces et de chantage. La déclaration au nom de tous les ministres des Affaires étrangères présents au G20 n'a pas pu être approuvée. Nos collègues occidentaux, comme il y a un an sous la présidence indonésienne, ont tenté de gré ou de force, principalement à force de mensonges et de diverses déclarations rhétoriques, de mettre en avant le problème de la situation autour de l'Ukraine. Également dans le viseur des États-Unis, la Chine, qui joue l'ambiguïté en présentant un plan de paix pour l'Ukraine, tout en se rapprochant de Moscou. Les renseignements américains soupçonnent même Pékin de vouloir livrer des armes à la Russie, une ligne rouge à ne pas franchir, alerte Antony Blinken. Si la Chine s'engageait dans un soutien matériel létal à l'agression de la Russie, ou si la Chine s'engageait à contourner systématiquement les sanctions pour aider la Russie, ce serait un grave problème pour nos pays. La Chine inquiète, et pas seulement sur le front ukrainien. Elle est pointée du doigt par une alliance stratégique unissant États-Unis, Japon, Inde et Australie. Réunis en marge du G20, ils accusent Pékin de vouloir étendre son influence en mer de Chine méridionale. Nous exprimons notre vive inquiétude face à la militarisation d'éléments contestés, à l'utilisation dangereuse de navires de garde-côte et de milices maritimes. La mer de Chine méridionale, une zone stratégique et disputée. Un tiers du commerce mondial transite par ces eaux, revendiquées par Pékin et plusieurs pays voisins. Depuis plusieurs années, le géant chinois s'étend et s'approprie des atolls pour faire sortir de l'eau des bases militaires avancées, comme cet îlot transformé en aérodrome. Face à l'extension croissante de la Chine dans la région, les États-Unis montrent les muscles. Comme ici en Thaïlande, où 6000 soldats américains s'entraînent depuis lundi, aux côtés d'autres pays asiatiques. Les exercices amphibies sont l'une des opérations les plus complexes que nous puissions exécuter. Et donc s'entraîner ensemble nous rend tous plus forts en tant que coalition de pays. Ces exercices conjoints existent depuis 42 ans. Mais cette année, la délégation américaine a plus que quadruplé. De quoi rassurer ses partenaires dans ce contexte de tensions grandissantes. La Thaïlande, les États-Unis et la Corée du Sud, nous avons une bonne coopération dans la région. En cas de tension dans la région, nous nous connaissons et nous pouvons coopérer avec les forces en présence. Les États-Unis renforcent également leur ancrage militaire en ouvrant de nouvelles bases aux Philippines, de quoi se tenir prêt à défendre Taïwan en cas de conflit avec la Chine. Ces manœuvres américaines, Pierre Aski, il faut leur donner un sens particulier dans le contexte où c'est business as usual, si j'ose dire. Vous avez un vieux concept de la guerre froide qui s'appelle l'endiguement, le containment en anglais, et c'est ce à quoi on assiste en Asie autour de la Chine. Ça a été précisé dans le sujet. Il y a 15 jours, les États-Unis signaient l'ouverture de 4 nouvelles bases aux Philippines. Elles vont servir à quoi ces bases? Non pas à stationner des troupes, à prépositionner du matériel, des munitions en cas de guerre à Taïwan, puisque les Philippines sont tout près de la zone de Taïwan. Les États-Unis ont des accords par traité avec le Japon et la Corée du Sud. Hier, le président sud-coréen a fait une déclaration très importante qui fait pas mal de vagues, dans laquelle il tend la main au Japon, parce qu'on sait qu'il y a des conflits mémoriels entre les deux pays, liés à la colonisation de la Corée par le Japon, qui empoisonnent les relations entre ces deux pays qui sont
tous les deux alliés des États-Unis. Et hier, le nouveau président sud-coréen a tendu la main au Japon, donc resserrement des liens entre ces deux alliés des Américains. Donc si vous êtes à Pékin, vous regardez ça et vous vous dites, bon, on est en train de m'encercler. C'est pas nouveau, mais ça se renforce chaque semaine. Donc c'est un peu ça le climat dans la région. Et après, on a vu cet officier Thaï, il y a une demande aussi de protection d'un certain nombre de pays qui redoutent l'hégémon chinois qui pèse, qui est l'éléphant. Hégémon comme hégémonie. Voilà, qui pèse 3 tonnes quand les autres sont des petits confettis. Pascal Boniface, question simple de Virginie dans la Marne. La Chine vend-elle des armes à la Russie? Pour l'instant, non, et même les Américains ne disent pas ça. Les Américains disent que la Chine envisage de vendre des armes à la Russie. Donc envisager, c'est pas avoir commis le forfait. On peut dire que la déclaration de Blinken est plutôt une sorte d'avertissement sonore qui a été bien compris par Pékin pour dire attention, si vous franchissiez ce pas, il y aurait des sanctions, votre économie serait atteinte et on serait dans une nouvelle phase. Ouais. Que les Chinois se posent la question de savoir s'ils franchissent ou non ce Rubicon, on peut le penser. C'est une des options qui est ouverte, comme de multiples autres options. Mais pour le moment, je pense que du côté chinois, pourquoi ils n'ont pas intérêt à le faire? Alors je sais qu'il y a des pays qui ne suivent pas leur intérêt, style Poutine qui envahit l'Ukraine, alors que ce n'est pas son intérêt. Mais pour l'instant, pourquoi les Chinois n'ont pas intérêt à vendre des armes à la Russie? C'est que c'est contraire à leur discours de dire les Américains mettent de l'huile sur le feu en fournissant des armes à l'Ukraine. Et donc, nous, on est pour la paix. S'ils fournissent à leur tour des armes à la Russie, leur discours par rapport aux pays africains, par rapport aux pays latino-américains et par rapport aux pays asiatiques, il est un peu taxé. Ouais. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y aurait forcément des sanctions occidentales et la Chine ne veut pas se couper, ne veut pas être coupée du monde occidental comme la Russie l'est, parce que ça serait un choc économique pour nous certainement, mais également pour la Chine. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas intérêt à le faire. Et si la situation ne s'aggrave pas sur le plan militaire, ils ne le feront pas. Et bien sûr, il y a aussi, est-ce qu'ils ont intérêt à aller soutenir une Russie qui est faible pour être dans le camp des vaincus ou dans le camp... voilà, donc... S'ils franchissent ce Rubicon, il faut le faire de façon massive pour obtenir une décision. Ce n'est pas 1000 drones qui vont faire la différence. La question, Sylvie Berman, c'est jusqu'à quel moment la Chine privilégiera l'économie, le commerce et éviter des sanctions sur un aspect militaire? Moi, je crois que la Chine va essayer de marcher sur deux jambes. L'économie, c'est fondamental pour elle. D'ailleurs, il y a eu un record dans le commerce extérieur vis-à-vis des États-Unis et les exportations chinoises l'année dernière. Donc, pour la Chine, c'est indispensable. Je crois aussi qu'elle est embarrassée par cette guerre. Elle soutient la Russie parce que, encore une fois, ils ont un ennemi commun. Mais si effectivement la guerre s'arrêterait, ça serait dans l'intérêt de la Chine qui pourrait reprendre les affaires commerciales avec l'ensemble du monde et ne pas être menacée de sanctions. Est-ce que la Chine a clairement choisi son camp, Armelle Charrier? Au fond, je ne crois pas qu'il y ait eu d'entretien entre Xi Jinping et Zelensky. En revanche, il y a des contacts très réguliers entre Xi Jinping et Poutine. Elle a choisi son camp, la Chine? Oui, de facto, mais en même temps, elle joue effectivement aussi une certaine neutralité. Elle joue aussi le fait de pouvoir encore parler avec tout le monde aujourd'hui. Finalement, le camp de la Chine, c'est quoi certainement? C'est un pays qui se voit comme étant le grand pays de demain. Et qui dit on est aujourd'hui avec une capacité d'avoir une vie économique qui nous a poussés. On est le premier pays en démographie, elle vient juste de se faire supplanter par l'Inde. Il y a la rivalité économique avec l'Inde, parce qu'effectivement, c'est des mastodontes. Mais dans l'imaginaire chinois, c'est un pays ancestral, avec une antiquité, avec des siècles qui ont été glorieux. Et donc, elle a connu tout ça en dehors de l'Occident. Donc, dans l'affrontement de Xi Jinping avec aujourd'hui les États-Unis, il y a la volonté de dire... Votre tour est passé et le nôtre est à venir. Soit je le connaîtrai, soit je le transmettrai à mes enfants. Mais c'est ça la vision, en fait, du côté de l'Asie. C'est de dire, finalement, la modernité, le temps joue pour nous. Elle est par là. Et je pense que, finalement, la lecture de la Chine aujourd'hui de ce conflit, elle est au-delà des étapes immédiates. Évidemment, on va lui demander, est-ce qu'elle va armer par rapport à la Russie, comment vont être les routes commerciales, etc. Mais son temps à elle, c'est de se dire à quel moment j'arrive à supplanter
les Américains, à quel moment j'arrive à supplanter les Russes. Vladimir Poutine, finalement, Xi Jinping était un peu inféodé aux Russes parce que c'était dans l'histoire. Il y avait toujours eu la Chine qui avait marché avec un pas de derrière. Et finalement, avec cette guerre en Ukraine, la Chine, elle est présente. On ne parle que d'elle. Elle est présente sur le continent africain, elle est présente sur les routes de la soie. Quand Vladimir Poutine n'est pas bon en Ukraine, eh ben, elle va au Kazakhstan et puis elle dit attendez, nous, venez, on peut avoir des négociations. Donc la partie est importante pour les Chinois. On a une Chine qui est vue désormais comme l'adversaire numéro 1 des États-Unis. Sylvie Bermann. Complètement. Ouais. Et il y avait eu le livre de Graham Allison parlant du piège de Thucydide. Et le piège de Thucydide, c'était ça. C'était la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes, la puissance confirmée, ayant peur de la montée de la puissance émergente. Bon, là, les États-Unis ne veulent pas que la Chine émerge comme première puissance. Ils l'ont dit d'ailleurs clairement parce que cela a été dit en disant que la Grande-Bretagne avait repris le flambeau de la France. Ensuite, les États-Unis avaient repris le flambeau de la Grande-Bretagne et qu'il était hors de question aujourd'hui que ce soit le tour de la Chine. Et la guerre qui est la guerre technologique, le blocus technologique relève de cet état d'esprit parce qu'après tout, une guerre commerciale avec des tarifs, ce n'est pas très grave, c'est presque de bonne guerre si on peut le dire de cette manière, mais ce blocus technologique est très très clair et la tonalité vis-à-vis de la Chine est de plus en plus dure. Ça a commencé avec Donald Trump et puis finalement Biden est même sur une ligne encore plus offensive. Pierre Aski, puis question à Pascal Boniface. Je pense que la question de la technologie est au cœur de cet affrontement. Et parce qu'on voit bien que les nouvelles technologies, on parle que de l'intelligence artificielle ces jours-ci. On parlait de TikTok il y a une demi-heure avec notre invité. Sont le cœur de la puissance au XXIe siècle. Et les deux acteurs majeurs de cette rivalité-là, ce sont les Américains et les Chinois. Et la hantise... Et Taïwan pour ce qui est des microprocesseurs. Oui, mais dans le camp américain malgré tout. Ouais. La hantise américaine, c'est d'être dépassée par une autre puissance, en l'occurrence la Chine, sur les technologies clés du XXIe siècle. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome, l'effet Spoutnik. C'est-à-dire, lorsque les Soviétiques ont envoyé le premier objet dans l'espace, qui était le Spoutnik, les Américains ont eu un choc parce que les Soviétiques avaient un coup d'avance dans l'espace et ça a donné des réponses extrêmement vigoureuses des Américains, notamment des investissements. La NASA est le fruit, la création de la NASA est le fruit de l'effet Spoutnik. On a la même chose aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec les ordinateurs quantiques, avec toutes les technologies. Et cette rivalité, elle a commencé symboliquement par l'affaire Huawei, l'arrestation de la directrice financière qui se trouve être la fille du fondateur de l'empire Huawei à Toronto. Grande entreprise de technologie chinoise. Et qui a été le déclencheur de cette guerre qui est très révélatrice des enjeux du XXIe siècle. Est-ce qu'il faut à nouveau, Pascal Boniface, au fond, raisonner en bloc ? On s'interroge sur un nouvel ordre mondial, au fond, dans cette émission. Est-ce qu'il faut à nouveau raisonner en bloc ? Alors oui et non. Non, parce qu'en fait, la Chine n'a pas un bloc autour d'elle. Elle a des partenaires, mais elle n'est pas comme l'Union soviétique avec des pays satellites et des bases militaires. Bon, il y a une base militaire à Djibouti, mais c'est tout. Pour la Chine, n'a pas une multitude de bases comme l'Union soviétique en avait. Mais en même temps, il y a un côté un peu prophétie auto-réalisatoire dans ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'à force de dire qu'il y a un axe Moscou-Pékin, quelque part, on le renforce. Et à créer une coalition des démocraties contre cet axe, on nourrit le discours anti-occidental et de la Chine et de la Russie qui dit, regardez, nous, on était tranquilles, mais en fait, eux, ils s'arment contre nous. C'est un peu par rapport à ce que vous avez décrit en Asie. Le fait que la Chine mette de plus en plus, renforce sa marine, fait peur aux autres pays qui, du coup, demandent une aide américaine supplémentaire. Et les Chinois disent, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est notre mer. Nous, on va pas dans les Caraïbes. Et donc, il y a une sorte de... Donc, on n'est pas encore avec deux blocs opposés face à face, mais on voit qu'il y a une recomposition. Il y a un bloc occidental qui est très uni. Ça, et disons que la guerre d'Ukraine est venue renforcer la cohésion du bloc occidental. Mais en face, on est un peu isolé parce que les autres pays ne nous suivent pas. Et il y a effectivement un partenariat très avancé entre la Chine et la Russie, mais ils ne sont pas à la tête d'un bloc. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent échapper
à cet choix unique, dire nous on veut des relations aussi bien avec Pékin qu'avec Washington, ne nous demandez pas de choisir. C'est ça, Ahmed Charrier, quand Narendra Modi, le Premier ministre indien, dit le multilatéralisme a échoué, il dit je ne veux pas choisir mon camp, au fond. Oui, et il rajoute quelque chose, c'est qu'il dit le multilatéralisme a échoué et dorénavant les accords entre pays seront des accords bilatéraux. C'est-à-dire qu'on revient sur cette question de souveraineté. C'est-à-dire que des accords bilatéraux, ça veut dire que ce qui m'intéresse, moi, pays, je vais le chercher chez l'autre pays. Et je passe plus par une alliance. Et je passe plus par un bloc. Et c'est fondamental ce qui est en train de se passer. Parce que c'est vrai que chacun est en train de grandir avec effectivement des puissances. On voit des armées. La Chine, par exemple, qui n'a jamais été un empire maritime. Elle l'a été au XVIe siècle. Mais normalement, c'est un empire qui est un empire sur terre. Donc aujourd'hui, quand on voyait dans le sujet la construction des bases sur la mer, quand on voyez cette domination, évidemment que ça effraie tous les autres pays de la région qui, quand ils étaient en mer, en étaient un peu abstraits. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est pas un bloc contre un autre bloc. Mais en revanche, il y a une logique qui est extrêmement importante, qui est de voir comment est-ce que les grands pays autres vont se positionner. Parce que quand vous êtes à un moment donné, que vous êtes loin de tout ça et que vous allez être en Amérique latine, que vous vous appelez le Brésil, lorsque vous allez vous appeler l'Argentine, comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport à tout ça? Et c'est vrai que cette logique qui est de dire les Occidentaux, le bloc occidental, sous-entendu les Américains avec ses affidés européens, et ça nous embête parce que les affidés européens, ça veut dire que du coup on perd une partie de notre identité, ne sont plus le modèle et du coup maintenant il faut qu'on existe avec notre économie et nos raisonnements qui nous sont propres. Autrement dit, Pierre Aski, quand on parle de nouvel ordre mondial, pour l'instant on est dans des alliances ponctuelles, mais il n'y a plus l'automatisme qui existait du temps de la guerre froide. Oui, on est dans un monde de fragmentation et non pas de reconstitution de blocs. Et il y a un bon exemple en fait de cette autonomisation ou émancipation des puissances régionales, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a pendant des décennies été sous la protection américaine, le pétrole contre la présence des troupes, etc. Et tout d'un coup, vous avez l'Arabie Saoudite qui refuse d'augmenter les quotas pétroliers parce qu'elle a un accord avec la Russie. Donc Joe Biden va à Riyad mais il n'obtient rien. Et ensuite, vous avez Xi Jinping qui a le tapis rouge à Riyad, là où les Américains sont censés être le protecteur et le maître absolu. Donc vous avez une Arabie Saoudite qui se sent suffisamment puissante aujourd'hui, avec son prince héritier MBS, pour choisir ses alliances quand ça l'arrange. Sur le pétrole, on a un accord avec la Russie. Sur la sécurité, on garde les Américains, ça ne nous gêne pas. Et sur l'économie, on choisit la Chine. C'est assez étonnant à voir et ça ne rend pas ce pays plus vertueux parce que il ne l'est pas. Donc c'est un nouveau monde qui n'a pas que des bons côtés, il faut bien le dire. Oui, Sylvie Berman, vous vouliez intervenir? Non, on parle de plus en plus du Sud global, même si beaucoup disent qu'il n'est pas global parce qu'il y a des divergences entre ces différents États, mais il n'empêche que c'est effectivement les nouveaux non-alignés, c'est un peu le reste par rapport à l'Ouest et qui effectivement sont attachés à leur indépendance. Ça a été dit très clairement par la ministre d'Afrique du Sud, à Anthony Blinken, quand il est venu un peu convaincre les Sud-Africains de suivre la ligne américaine sur la Russie. Et je pense que c'est ce qu'on va constater dans les mois et dans les années qui viennent, avec une tentation par les États-Unis de rallier ce Sud global, mais la Chine, la Russie procèdent de la même manière. Et donc on a un monde qui est revendiqué comme multipolaire, mais qui veut dire que chacun décide du choix de ses partenaires. On parlait tout à l'heure de l'Asie. C'est intéressant, parce que les pays de l'ASEAN et la Thaïlande, entre autres, qui mènent ces exercices communs avec les États-Unis, font également des exercices avec la Chine. Et quand il y a des réunions de l'ASEAN, ils ne veulent pas prendre parti contre la Chine, même s'ils sont méfiants. Et l'Inde a des relations à la fois avec Moscou et avec Washington, se méfie beaucoup de la Chine, mais ne prend pas de position non plus très offensive vis-à-vis de la Chine. Donc effectivement, le reste du monde est en train d'évoluer et on ne l'a pas toujours mesuré. Et quand Ahmed Charrier disait, Pascal Boniface, l'Europe est vue comme affidée des États-Unis, ça veut dire que l'Europe, elle, ne répond pas à cette logique-là de « je choisis mes alliances au coup par coup ». Il y a pas
Mais c'est tout à fait ça, c'est un peu le paradoxe. Il n'y a plus qu'en Europe que les États-Unis peuvent imposer leur autorité. Ils ne le font pas en Amérique latine, ils ne le font pas en Afrique, ils ne le font pas en Asie. Et il n'y a que, du fait de la guerre en Ukraine, ça a renforcé. Les pays européens ont peur et ils pensent que seuls les États-Unis peuvent les garantir contre une menace militaire russe. Donc du coup, effectivement, on ne se sépare pas de Washington. Donc les Saoudiens, les Brésiliens, y compris d'ailleurs du temps de Bolsonaro, dans tous les autres pays, on dit, écoutez, oui, les Américains voulaient ça, enfin, nous, on a des intérêts qui sont un peu différents. Et en Europe, on se dit, oui, on a peut-être des intérêts différents, notamment sur le plan économique, avec les États-Unis, mais on ne va pas trop protester parce que c'est eux qui nous protègent. Et quand les États-Unis font un grand plan de protection des investissements pour attirer les industriels européens ou américains, Macron et d'autres Européens protestent, mais on ne veut pas aller trop loin dans la protestation parce que les autres Européens aussi font. Ils disent, attention, c'est eux qui nous protègent, il ne faut pas aller trop loin dans la contestation de la politique américaine. Alors après des liaisons dangereuses entre Chine et Russie, cela fera bientôt 6 mois, nous parlons de l'Iran, cela fera bientôt 6 mois que Mahsa Amini, la mort de Mahsa Amini, a ouvert une période de contestation à Téhéran et placé le régime un peu plus au banc des nations. Banni pour banni, l'Iran, dont le programme nucléaire continue d'inquiéter, serait-elle tentée, elle aussi, de se rapprocher de la Russie? Élément de réponse avec Magali Lacroze et Christophe Roquet. À la télévision américaine dimanche soir, le patron des services de renseignement d'ordinaire, peu bavard, a beaucoup de choses à dire. La CIA s'inquiète notamment d'un partenariat sur les armes entre Moscou et Téhéran et tient à le faire savoir. Nous voyons des signes montrant que la Russie propose d'aider les Iraniens dans leur programme de missiles et considère la possibilité d'envoyer des avions de combat à l'Iran. Cela représente un risque majeur, non seulement pour les Ukrainiens, et nous avons déjà vu ce que cela voulait dire, mais le risque est désormais élargi à nos partenaires du Moyen-Orient. Donc ce sont des développements perturbants. Quelques jours plus tard, toujours à la télévision américaine, le ministre des Affaires étrangères iranien dément tout partenariat militaire avec la Russie. Au début de la guerre, nous avons essayé d'arrêter la guerre pour que les deux camps choisissent le dialogue politique. C'est la même règle de conduite que nous avons adoptée au Yémen, en Afghanistan et différents autres pays en crise. Sur les accusations qui ont été faites contre l'Iran et sa livraison d'armes à la Russie, c'est faux. Nous avons eu des coopérations de défense avec la Russie par le passé et nous continuons, mais nous n'avons jamais fourni des armes qui ont été utilisées en Ukraine. Tandis que les Américains et les Iraniens dialoguent par écran interposé, d'autres renseignements inquiétants viennent de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des particules d'uranium enrichies à plus de 83% auraient été détectées dans l'usine de Fordo en Iran, approchant le seuil de fabrication d'une bombe atomique. Téhéran dément. L'Iran a informé l'agence que des fluctuations involontaires des niveaux d'enrichissement ont pu apparaître durant cette période. Mais devant le Congrès, un haut responsable de la défense américaine va plus loin et annonce même un compte à rebours pour la bombe atomique iranienne. Quand l'administration précédente a décidé de quitter l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, l'Iran aurait pu produire une bombe avec des matériels fissiles en 12 mois. Aujourd'hui, cela se compte en jours, 12 jours. Il faut, je crois, toujours espérer résoudre cette crise de façon diplomatique plutôt que d'une autre manière, mais aujourd'hui, l'accord est gelé. Des tensions diplomatiques, alors que les négociations sont au point mort. Les accords de Vienne, conclus en 2015, offraient à l'Iran un allègement des sanctions internationales, en échange de garanties que Téhéran ne se doterait pas de l'arme atomique. Mais en 2018, Donald Trump décide de quitter l'accord. Depuis, aucun des efforts de discussion n'a abouti. L'accord sur le nucléaire iranien n'est plus d'actualité. Pendant des mois, nous avons tout fait pour le ressusciter. Il y avait une proposition menée par l'Union européenne il y a quelques mois, soutenue par tous, même la Chine, la Russie et bien sûr les États-Unis. Mais l'Iran n'en a pas voulu. En décembre dernier, sur les réseaux sociaux, une vidéo montre le président Biden interpellé sur l'accord nucléaire qu'il s'était engagé quelques mois plus tôt à ressusciter. Président Biden, pouvez-vous annoncer que l'accord sur le nucléaire iranien est mort ?
Non. Non, pourquoi? Pour beaucoup de raisons. C'est mort, mais nous ne l'annoncerons pas. Que reste-t-il de l'accord conclu en 2015 aujourd'hui? Alors que le chef de l'AIEA arrive en Iran ce soir, entre Téhéran et la communauté internationale, les relations sont tendues. Jour après jour, l'Occident condamne la répression dans le sang de la jeunesse iranienne. Alors que régulièrement des peines de prison sont prononcées contre des étrangers accusés d'espionnage en Iran. C'est le cas notamment du Français Benjamin Brière, acquitté mi-février mais pas encore libéré, considéré avec au moins 6 autres Français comme des otages d'État par le Quai d'Orsay. Petite question annexe avant de prendre les questions téléspectateurs. Il y a toujours des manifestations en Iran, on en entend moins parler. Beaucoup moins de manifestations. Ça a un petit peu changé de nature, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le même type de risque parce que la répression a été féroce, des centaines de morts, des condamnations à la peine de mort, etc. Mais il y a une sorte de résistance beaucoup plus diffuse, des slogans qui apparaissent sur les murs, des gestes symboliques. Le mouvement existe toujours. Donc le mouvement existe, mais il a changé complètement de nature. Question d'Alexandra Pascal Boniface. Qu'est-ce qui explique la détermination de l'Iran à se doter de l'arme atomique? Alors, si vous voulez la voir, c'est juste pour sanctuariser le régime et le pays. Ils se disent, on est entouré d'ennemis, qui se sont en partie fabriqués, mais c'est notre raison. Et ils se disent, finalement, il faut mieux être la Corée du Nord que l'Irak. L'Irak n'avait pas l'arme nucléaire, on l'a renversé, ou la Libye. L'Irak n'avait pas l'arme nucléaire, on a dit qu'il y en avait, mais du coup, on a pu renverser Saddam Hussein. La Corée du Nord en a, les revendique, et on n'a rien fait par rapport à la Corée du Nord. Donc, à choisir, finalement, il est plus intéressant, quitte à être diabolisé, d'avoir l'arme nucléaire que de ne pas l'avoir. Mais pendant quand même très longtemps, ils se sont dit, on peut essayer d'obtenir un accord, d'où l'accord signé en 2015. Et parmi les nombreuses erreurs catastrophiques que Donald Trump a fait, celle-ci est quand même au premier rang, puisqu'il y avait un accord obtenu entre toutes les puissances, pour une fois le multilatéralisme a payé, qui évitait deux choses, évitait que l'Iran puisse avoir l'arme nucléaire et évitait donc qu'il y ait une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Aujourd'hui, la situation est très différente, puisque Trump, pour rayer l'héritage d'Obama et plaire à une partie de son électorat, donc a rompu cet accord. Et donc on se demande, et comme il n'y a plus de négociations avec l'Iran du fait de la répression, on ne peut pas, c'est difficile de négocier avec un pays, un régime qui a autant de sang sur les mains, donc il n'y a plus de négociations. L'Iran se dirige non pas vers l'arme nucléaire, mais vers la capacité d'avoir l'arme nucléaire s'il le voulait. Alors c'est ça, les 12 jours, expliquez-nous. Enfin... Oui, les 12 jours, disons que selon ses responsables... Est-ce qu'on est à 12 jours de la bombe, pour dire les choses? Disons que ce qu'il dit, c'est que si l'Iran décide d'avoir l'arme nucléaire, il leur faudrait 12 jours pour l'avoir. On peut, disons, dire quand même que ça sera un peu plus long, etc. Il y a un côté un peu alarmiste. Mais ce que l'on craint, c'est qu'il y ait une intervention militaire pour empêcher l'Iran de l'avoir, notamment israélienne. Et dans l'état, disons, de chaos qu'est le monde et la région, il n'est pas certain que ça contribue à améliorer la situation. C'était la question téléspectateur suivante. Ahmed Charrier, les Israéliens vont-ils entreprendre une action contre l'Iran pour l'empêcher de se doter de l'arme atomique? Les Israéliens sont toujours en capacité d'espionnage de l'Iran, de la même manière que les Iraniens font particulièrement attention aux Israéliens. C'est deux pays qui se connaissent parfaitement et qui se flairent et qui se regardent toujours. Donc oui, les Israéliens, ça fait partie de leur préoccupation numéro 1. Mais ça ne veut pas forcément dire que du coup il va y avoir un attentat. Il y a eu des réactions qui ont été importantes quand il y avait eu des chercheurs qui avaient été tués effectivement en Iran. Rappelez-vous, c'était les Israéliens qui avaient mené ça. Ils étaient passés d'ailleurs par l'Azerbaïdjan pour pouvoir ensuite rentrer sur le territoire iranien. Et donc du coup, il y a toujours j'allais dire, cette culture qui est là. Les Israéliens font très attention à ce qui se passe. Maintenant, les Iraniens jouent aussi leur partie, c'est-à-dire qu'ils continuent quand même à avancer sur cette question-là, en sachant que pour eux, c'est plus une question, effectivement, c'est pas tant de savoir est-ce qu'ils vont avoir la bombe nucléaire, parce que la bombe nucléaire, on sait qu'à un moment donné, ça ferait une telle surenchère dans la région que si les Iraniens avaient la bombe nucléaire, derrière il faudrait que l'Arabie Saoudite ait la bombe nucléaire, derrière il y aurait pléthore de pays qui devraient avoir la bombe nucléaire. Et qu'ensuite, même si vous avez effectivement la bombe, il faut que vous puissiez la miniaturiser, que vous puissiez la mettre sur un missile balistique, etc. Mais en revanche, ça donne le fait d'être un pays qui est un pays craint. Ça fait effectivement que du coup, l'attention elle est focalisée là-dessus et que par exemple, vous savez que vous amenez les Israéliens à se focaliser sur cette question-là. On a déjà eu des éléments de réponse, mais tout de même, Sylvie Bermann, je vous soumets la question de Françoise. Quelles seraient les conséquences géopolitiques si l'Iran était doté de l'arme nucléaire ?
Les conséquences géopolitiques, c'est comme ça vient d'être dit, ça serait effectivement la prolifération avec d'autres pays qui acquièrent l'arme nucléaire. Pour l'Iran aujourd'hui, l'Iran n'a plus rien à perdre puisque de toute façon elle est sous sanction, donc elle peut décider ce qu'elle veut. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce qu'il veut, pardon. Oui. C'est la raison pour laquelle l'Iran fournit des drones à la Russie contre l'Ukraine. Quelles sanctions supplémentaires peut être prononcées contre ce pays? Mais le risque, c'est effectivement la prolifération dans la région, parce que, autrefois, on considérait qu'il y avait 5 États dotés, qui étaient les États membres permanents du Conseil de sécurité, et qu'ils avaient une attitude responsable à cet égard. Ce n'est pas nécessairement le cas, ni de l'Iran, ni d'autres détenteurs potentiels. Ce serait un moment de bascule, Pierre Aski, le cas échéant. Oui, mais je pense on sous-estime le risque global, c'est-à-dire le risque de guerre menée par Israël en particulier, le risque de prolifération, le risque aussi de déstabilisation en interne, parce que tout sera tenté pour empêcher l'Iran de franchir ce cap, parce qu'une fois qu'il l'a franchi, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, on devient la Corée du Nord. Et effectivement, la Corée du Nord, qui a déjà fait 6 tests nucléaires avérés, reconnus internationalement, est aujourd'hui inattaquable. C'est l'assurance vie d'un régime comme la Corée du Nord, et ça sera demain l'assurance vie d'un régime comme l'Iran. Et c'est là qu'on retrouve les effets en chaîne et l'onde de choc qui ira dans toute la région. En Asie, on a une autre situation où ce sont les Américains qui protègent le Japon et la Corée du Sud, mais on voit que ces derniers jours, de ces dernières semaines, la Corée du Sud a lancé un débat public, le parti au pouvoir a lancé un débat public sur l'idée de se doter à son tour de l'arme nucléaire. Donc on voit bien que les effets en chaîne sont considérables, et c'est ce qui se passera demain au Moyen-Orient. Pascal Boniface. Et puis la guerre en Ukraine est venue mettre de l'huile sur le feu, parce que pourquoi on ne fait pas la guerre à la Russie? Parce qu'elle a l'arme nucléaire. On a fait la guerre à la Yougoslavie en 1999 parce que la Yougoslavie n'avait pas l'arme nucléaire. Et donc là, dans toutes les hésitations à attaquer directement la Russie et dire on n'est pas co-belligérant, c'est parce que la Russie a l'arme nucléaire. Donc certains se disent finalement l'arme nucléaire c'est bien, et c'est une incitation à la prolifération. Je reviens au titre de l'émission, Pascal Boniface, Russie, Chine, Iran, les liaisons dangereuses. Quel rapprochement, y compris militaire, entre Russie et Iran cette fois-ci? On a parlé de Russie-Chine tout à l'heure. C'est effectivement, l'Iran fournit des armes, alors ils promettent que non, mais on n'est pas obligé de les croire. L'Iran fournit des armes à la Russie, et ils ont des coopérations aussi en termes énergétiques, et ils n'ont plus rien à perdre ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sous sanction que leur coopération peut être détestable pour les pays occidentaux, ils n'ont rien à perdre. Quant à la Chine, elle a également un partenariat assez développé avec l'Iran, et la Chine arrive d'ailleurs à avoir aussi bien des relations avec l'Arabie Saoudite qu'avec l'Iran, comme la Russie arrive à avoir des relations aussi bien avec l'un que l'autre, alors que nous, occidentaux, on a choisi. Et eux parviennent à multiplier les coopérations. Et donc l'Iran sait que du côté occidental, il n'y a plus grand-chose à obtenir, et donc ils vont vers d'autres pays qui, eux, sont ouverts et qui ne posent aucune condition politique sur le plan de la répression et sur le plan des libertés publiques. Et on a un Xi Jinping qui est attendu pour une visite d'État bientôt en Iran. Absolument, donc qui va effectivement être particulièrement suivi, parce que les accords économiques étaient là, ils étaient là avant les partenariats avec la Russie, donc on va voir ce qu'il en est exactement. Les Chinois ont mis beaucoup d'argent, simplement au départ c'était avant la guerre en Ukraine, donc du coup le pétrole était acheté à un tarif qui n'était pas très intéressant pour les Iraniens, ils ont maintenant il y a des mines, ils font de l'agriculture, etc., mais du coup de façon presque trop extensive, trop importante. Donc c'est pour ça que là, peut-être qu'il y aura un peu... On va remodeler tout cela. Mais c'est vrai qu'en plus, tout ça arrive dans un moment où non seulement on voit un axe qui est en train de se mettre, mais c'est pour ça que je casse un peu l'idée de l'axe du mal, parce que finalement, c'est aussi un axe qui est aussi un axe régional. Là encore, il faut avoir le planisphère en tête. Ce sont des pays qui se côtoient, qui se sont fréquentés tout au long de l'histoire, parce qu'ils ont des frontières, la Russie et l'Iran, ils ont des frontières communes, donc à la fois ils se détestent, mais à la fois ils savent aussi s'entendre. C'est comme nous, les Européens, on connaît mieux nos voisins d'à côté que les autres. Et les Chinois rentrent là-dedans aussi. Et c'est vrai que là, quand il y a eu toutes ces déclarations sur le nucléaire, il faut aussi savoir qu'on est tout le temps dans des jeux de poker menteur,
Que les Iraniens fassent la bombe, qu'ils aient envie, qu'ils ont four d'eau à plus de 60%, qu'ils aient envie d'aller vers un nucléaire militaire pour se prémunir, c'est une chose. Qu'on ait le déclaratif américain en ce moment, en est une autre. C'est-à-dire qu'effectivement, on est avec un pays qui a connu des manifestations qui l'a secoué, d'accord, mais qui au niveau géopolitique s'est dit que maintenant, il fallait qu'il se rapproche de la Russie. Donc ils ont signé des partenariats, ils fournissent des armes, ils fournissent des chaînes de fabrication. Les drones, ils disent par exemple, on les donne pas aux Russes parce que du coup, en fait, ils donnent les chaînes de fabrication et que du coup c'est fabriqué en Russie et que donc du coup ça permet de dire non, on ne donne pas directement. Vous voyez, on a tout un système comme ça et ça c'est effectivement assez inquiétant. C'est le b.a.-ba, on ne sait pas ce que ça va donner, n'empêche qu'il y a pas mal d'accords qui ont été signés. Sylvie Bermann, Russie et Iran ont déjà coopéré en Syrie très récemment. Oui, parfaitement, même si effectivement il y a une certaine méfiance entre les deux. Il y a eu ce qu'on a appelé les accords d'Astana entre la Russie, la Turquie et l'Iran pour trouver des solutions, ou en tout cas un modus vivendi sur la Syrie. Donc oui, c'est un partenariat ancien et qui se poursuivra. Pierre Aski. Pour ajouter un petit peu de complexité à cette situation qui l'est pas mal, mais pour l'instant j'arrive à vous suivre. Oui, mais il faut savoir, parce que ça vient brouiller les pistes. Israël a de très bonnes relations avec Vladimir Poutine. Pour quelle raison? Pour empêcher l'Iran d'approcher trop près de la frontière israélienne en Syrie. Parce qu'en Syrie, vous avez effectivement ce condominium russo-iranien avec le Hezbollah en joker qui a joué un rôle important dans la reprise en main par pro-iranien. Libanais pro-iranien. Et donc le deal, et c'est pour ça qu'Israël, pendant la première année de guerre, s'est bien gardé de soutenir l'Ukraine, ce qui a surpris beaucoup de gens, pour garder de bonnes relations avec la Russie, pour protéger cet accord non dit en territoire syrien. Si demain vous avez un rapprochement beaucoup plus fort entre la Russie et l'Iran, ça peut remettre en cause tout cet équilibre-là. Donc les effets en chaîne aussi sont absolument colossaux et c'est 10 ans de diplomatie régionale et au-delà qui sont remis en cause. Un continent dont on n'a pas encore parlé, l'Afrique, où Emmanuel Macron est en tournée en ce moment, pas moins de 3 capitales aujourd'hui même, dans un continent où l'influence française semble décliner. Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson. À plus de 5000 km de la France et de la semaine chaotique qui se profile contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron savoure ce bain de foule lors de son arrivée au Gabon, premier arrêt de la tournée africaine du chef de l'État. Merci. Un voyage de 4 jours et une priorité pour le président, ouvrir une nouvelle page avec le continent. Cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure. Pour Emmanuel Macron, l'armée française doit aujourd'hui se faire plus discrète. À l'exception de Djibouti, Paris annonce réduire sa présence au Sahel, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad. Il ne s'agit en l'espèce ni d'un retrait ni d'un désengagement, mais d'adapter un dispositif pour, d'abord qu'il repose sur une reformulation des besoins. La France, ex-puissance coloniale violemment contestée en Afrique depuis plusieurs mois, comme ici au Burkina Faso. Il y a 10 jours, l'armée française a officiellement mis fin à son opération Sabre, chassée par les nouvelles autorités, une junte militaire hostile à la France. Même scénario fin 2022 au Mali. Après plus de 10 ans d'opération Barkhane, Paris doit retirer ses couleurs. La France rejetée, tandis que les drapeaux russes, eux, sont brandis dans les manifestations. Symbole de la montée grandissante de l'influence de Moscou sur le continent et de sa milice privée Wagner, composée de mercenaires. Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie russe se déplaçait même pour la première fois à Bamako. Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace.
Nous et nos amis maliens, ainsi que l'écrasante majorité des autres pays africains, considérons qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Vu comment les Occidentaux ont annexé et exploité ces territoires, ce continent, il devrait s'habituer au fait que le monde a changé. Des drapeaux russes en nombre aussi en République démocratique du Congo, où domine un sentiment anti-français. Avant même l'arrivée d'Emmanuel Macron demain, ces manifestants lui ont fait savoir qu'il n'était pas le bienvenu. Ils accusent la France de prendre parti dans le conflit qui oppose le pouvoir à la milice rebelle dans l'est du pays. Nous refusons l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président français, dans notre pays, puisqu'il est en train d'accompagner le Rwanda, le pays qui nous est en train de nous massacrer, le pays qui est en train de nous tuer jour, nuit. Alors, pour conserver une place en Afrique, la France change de stratégie et mise sur la multiplication des partenariats économiques. Arrivé en Angola aujourd'hui où le groupe Total est solidement implanté, Emmanuel Macron annonce que Paris va aider l'ancienne colonie portugaise à diversifier son économie en participant au développement de sa filière agricole. Nous allons pouvoir acter d'une nouvelle étape en matière de production agricole. Je le disais, un nombre inédit d'entreprises dans tous les domaines, du café en passant par le manioc, le soja, le coton, la viande, le lait, la pisciculture, était là en matière de transformation aussi et de distribution alimentaire. Et au fond, nous appliquons ici la stratégie de souveraineté alimentaire à laquelle nous croyons pour le continent africain. Tourner la page de la France-Afrique, un exercice encore délicat pour la France. D'ici quelques heures, Emmanuel Macron fera escale à Brazzaville en République du Congo pour rendre visite à l'inamovible Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 39 ans. Et avant Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, donc au Gabon, Macron à la rencontre d'Ali Bongo, est-ce vraiment un signe de la fin de la France-Afrique, demande Lola? Poser la question, c'est y répondre. Effectivement, Ali Bongo est le fils de celui qui a plus ou moins créé le régime, donc il est familialement au pouvoir depuis 50 ans, Sassou Nguesso depuis 40 ans. Il y a peu de temps, on avait reçu en grande pompe Paul Biya, qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans. C'est pas vraiment la jeunesse incarnée, ni le renouveau. Et c'est peut-être les limites du en même temps. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on a des positions dans ces pays, il ne faut pas les lâcher, mais ces régimes sont quand même très contestés, et d'ailleurs très contestables, et une partie du rejet au Mali ou au Burkina vient un peu à cela. On condamne le coup d'État au Mali très bien, et on va adouber le fils d'Idriss Déby, une fois que celui-ci a été tué, et que c'est un coup d'État militaire. Donc le fait de dire qu'il y a des coups d'État militaires qui nous intéressent, où on ne dit rien, et d'autres où on condamne, c'est vrai que c'est difficilement lisible. Et ceci explique en grande partie cette perte d'influence graduelle de la France en Afrique. Pierre Aski. Il y a effectivement une contradiction avec laquelle il faut vivre, parce que si demain la France décide de dégommer, pour employer cette formule, Paul Biya qui est là depuis 40 ans ou Sassou Nguesso depuis 40 ans, on va dire ingérence dans les affaires de ce pays. Est-ce que la France peut ignorer ces pays? Non plus. Et donc voilà, on vit avec le passé, mais par exemple, c'est vrai que cette contradiction qu'a été la condamnation du Mali et l'adoubement du Tchad rend les choses très difficiles à lire. La stratégie de contournement qu'utilise Emmanuel Macron, c'est d'aller vers les sociétés civiles. Et donc, on va à Libreville, on va à Brazzaville, on rencontre les despotes qui sont là depuis des décennies, mais on va voir aussi la jeunesse, on travaille avec les start-upers, avec les entrepreneurs, avec le monde de la musique, avec la société civile. Ça a ses limites et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Le vrai contournement, il est de sortir de la sphère francophone et d'aller en Angola, d'aller au Nigeria, d'aller au Kenya, d'aller en Afrique du Sud. On a vu Lavrov au Mali, l'influence de la Russie en Afrique et de la milice Wagner, elle est de plus en plus importante. Oui, tout à fait, mais ça fait longtemps que la Russie a une véritable stratégie en Afrique. Sergueï Lavrov a fait de nombreuses tournées bien avant la guerre. Depuis la guerre, il le fait aussi pour éviter justement que les Africains votent avec les Américains ou avec les Occidentaux, et avec beaucoup de succès quand même, parce que beaucoup d'Africains s'abstiennent effectivement. Pour la première fois, la Russie avait organisé en octobre 2019 un sommet
Afrique-Russie. Il y a plus de 40 chefs d'État qui sont venus, qui étaient très satisfaits, qui l'ont dit ensuite et qui surfent sur ce ressentiment à l'égard de la France, ressentiment de la part de la jeunesse dans certains pays. C'est le cas en Afrique, mais c'est au Mali, mais c'est le cas en RCA, c'est le cas au Burkina Faso également. Et ils exploitent ça. Il y a une propagande très violente, y compris de Wagner, contre... il y a eu une petite vidéo qui a été faite contre les zombies de Macron avec la Russie qui arrivait au secours. Donc c'est effectivement très préoccupant. Maintenant, compte tenu du comportement de Wagner, qui est sans foi ni loi, peut-être que les Africains vont déchanter. Mais en tout cas, pour le moment, ils utilisent dans leur propagande l'anticolonialisme qui rejoint celui de l'Union soviétique à l'époque, puisqu'ils disent « nous, on ne vous a jamais colonisé, au contraire, on vous a défendu contre les puissances coloniales ». Et Ahmed Charrier, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que les pays africains, eux aussi, désormais, choisissent leurs alliances ? Oui, certainement. C'est d'ailleurs intéressant parce que quand on regardait, là, il y avait le dernier vote aux Nations Unies et que du coup, il y avait la liste des 32 pays abstentionnistes et des 7 pays qui ont voté avec la Russie. Eh bien, sur les 7 pays qui ont voté avec la Russie, il y avait 2 pays qui étaient africains. Et puis ensuite, sur les 32, vous en aviez presque la moitié qui étaient des pays africains. Et puis dans des gens qui ne sont pas du tout venus voter, parce que du coup, ils ne se sont pas déplacés, comme ça leur voix, on ne les voit pas. Ben, vous aviez par exemple le Sénégal, le Burkina Faso ou le Cameroun, donc on est directement liés. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a aussi en Afrique une lisibilité de cette guerre en Ukraine. Vous avez des pays qui classiquement étaient avec l'URSS, l'Algérie, l'Éthiopie par exemple. Et eux, eh bien forcément, on va les retrouver dans ces votes et dans cette façon d'être. Mais vous avez aussi des pays qui, pour l'instant, ils n'ont pas encore choisi. Simplement, ils ont un choc économique avec cette guerre en Ukraine. On en a parlé, c'est le choc du blé, c'est le choc des denrées, etc. Et donc, eux, ils se retrouvent avec une inflation, comme en France. Ils se retrouvent avec le fait qu'ils n'ont plus des denrées, ils ne sont plus indépendants. Ils ont du riz et ils ont du blé. Ils ne savent plus faire du manioc, le fameux manioc dont parle par exemple le président Macron. Au Bénin, vous n'avez plus de filière de manioc. Donc ça veut dire qu'ils sont comme pendant le Covid, ils ont découvert qu'ils étaient dépendants des exportations. Donc ils veulent de nouveau retrouver la possibilité de le faire. Une fois qu'ils auront fait ça, peut-être qu'ils choisiront de voter différemment. Mais ils ont une logique de dire on n'aime pas votre guerre en Europe, on a vu nos guerres en Afrique et aujourd'hui, on veut aussi avoir notre propre autonomie. Allez, nous en revenons à vos questions. Et celle-ci, Pierre Aski, quel bilan peut-on déjà tirer du G20 en Inde ? La réunion ministérielle a été un échec. Et elle a été un échec en particulier pour l'Inde qui pensait qu'avec son positionnement indépendant, non aligné par rapport à la Russie et par rapport à l'Occident, elle arriverait à jouer cette carte de la conciliation d'une certaine manière et de faire avancer le dialogue. Ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas été possible. C'était une réunion ministérielle. Il y aura un sommet qui va se tenir en Inde et d'ici là, je pense que la diplomatie indienne va essayer d'avancer. L'Inde est dans une position assez particulière. L'Inde préside 2 organisations en même temps cette année, le G20 et l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une sorte de club, pas vraiment une alliance, mais qui est un club qui a été initié à l'origine par les Russes et les Chinois en même temps, qui s'est beaucoup élargi depuis, dans lequel l'Inde et le Pakistan sont entrés, et l'Iran vient d'adhérer. Et la Chine est aujourd'hui la vraie puissance de ce réseau. Donc l'Inde essaye de jouer sur tous les tableaux en pensant que ça l'aidera à faire de la diplomatie, et là, elle est tombée sur un mur. Sommes-nous entrés, sans nous en rendre compte, dans une nouvelle période de guerre froide, demande Fatou en Gironde? Alors oui, on peut le dire, parce qu'il y a une opposition. Enfin, d'une part, il y a une vraie guerre en Europe, alors que du temps de la guerre froide, il n'y a pas un seul coup de feu qui a été tiré entre l'Est et l'Ouest. Là, il y a une vraie guerre entre Ukrainiens et Russes, et nous aidons les Ukrainiens. Ensuite, c'est pas vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas vraiment une alliance de bloc à bloc. Il n'y a pas 2 blocs comparables, de forces identiques qui se défient. Il y a des affrontements multiples et décentralisés. Mais quand on entend les expressions, on voit que le ton monte. Et la guerre froide, c'est avant tout une guerre idéologique. La Chine ne veut pas casser le système, elle veut juste devenir la numéro 1.
La Russie, oui, voudrait bien casser le système. Et vous avez un pays qui est un peu déclinant, l'autre qui est un peu montant, mais aucun des deux n'est satisfait de la domination américaine. Question Sylvie Berman pour celle qui était en poste en Russie et en Chine. Que font nos diplomates en ce moment, à l'heure où les médias ne font que parler de guerre? Non, mais malheureusement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas le temps de la diplomatie. Du côté russe, il n'accepterait la négociation qu'à condition de reconnaître la réalité territoriale, donc l'annexion de nouveaux territoires. Et du côté ukrainien, ils n'accepteront la négociation une fois qu'ils auront récupéré la totalité des territoires, y compris la Crimée. Donc c'est totalement incompatible et il va y avoir nécessairement des offensives et un bilan qui en sera tiré. Pour autant, effectivement, il est souhaitable que les diplomates continuent à se parler. Et je trouve que l'annulation de la visite de Blinken, par exemple, en Chine, je ne vais pas dire que c'est une erreur, c'est-à-dire sous le coup de l'émotion du ballon chinois qui était dans la stratosphère au-dessus des États-Unis, pouvait justifier ça. Mais c'est indispensable de se parler et au lieu d'échanger par visio interposée des éléments de langage, des menaces, des lignes rouges. Et quand il y a des conversations directes, il se passe beaucoup plus de choses que quand... Normalement, oui. Donc là, on voit bien que Lavrov et Blinken, c'était pas évident. Ce sont deux pays qui sont finalement en guerre, même si les États-Unis ne sont pas co-belligérants, mais il y a une forme de guerre par procuration quand même, et le dialogue est difficile. Pour autant, je considère que c'est mieux de se parler pendant 10 minutes, même si on est en désaccord, que de ne pas se parler du tout. Question un peu à contre-pied de ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission. Armelle Charrier, la Russie est-elle devenue un boulet pour la Chine ? Ah oui et non. Oui, c'est rigolo. Alors oui, certainement, parce que sur le côté, à la limite militaire, quand vous déclenchez une guerre, forcément, ça pose problème aux Chinois. Eux, ils veulent du commerce avant toute chose et ils pensaient que ça ne durerait pas longtemps. C'est pour ça qu'ils aimeraient bien qu'il y ait des négociations. Et puis du coup, ça a forcé un peu les Américains à sortir du bois, donc ça les met en perspective. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça a aussi, au niveau géopolitique, fait grand un accélérateur. Grosso modo, la Chine était le numéro 2, elle est redevenue un peu le numéro 1 quand même, parce que d'un seul coup, Xi Jinping, il apparaît dans des endroits où avant, il y avait Vladimir Poutine. Et donc maintenant, c'est lui qui est un peu le sage de l'histoire. Et on l'a vu quand il va au Kazakhstan, etc. Et puis quand même, là, il faut aussi ne pas être aveuglé. Il y a aussi des accords qui sont en train de passer entre Chinois, Iraniens, par exemple, et Russes. On n'en a pas parlé, mais des accords financiers, des accords monétaires. Toute la logique de la dédollarisation, toute la logique d'un commerce qui aujourd'hui ne se fait en dehors du dollar. La Chine, aujourd'hui, vend du pétrole à l'Arabie Saoudite qui paye en yuan. Et il y a des accords, justement, pour avoir des échanges entre les Russes, les Iraniens et les Chinois en utilisant les monnaies locales. Ça, on n'en voit pas encore tout à fait les conséquences, mais elles vont être... Mais ça existe. Question d'Alain Pieraski, la France et l'Europe ne sont-elles pas trop naïves avec la Chine comme elles l'ont été avec la Russie ? Alors, les Européens rêvent d'une troisième voie, c'est-à-dire qui ne soit pas dans cette guerre froide américaine contre la Chine et qui ne soit pas évidemment aligné sur la Chine. C'est un peu ce que le rêve du chancelier Scholz quand il est allé à Pékin à l'automne dernier et que va essayer de mettre en œuvre Emmanuel Macron lorsqu'il ira en Chine le mois prochain. À mon sens, c'est une illusion parce que la polarisation du monde et la radicalisation des affrontements est telle aujourd'hui qu'elle ne nous laisse pas beaucoup de choix. Et donc sur le plan technologique en particulier, l'Europe, elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Et donc elle est rangée, qu'elle le veuille ou pas, dans le camp américain. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Dans quelques instants, c'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Bruno. Quel est le programme, dites-moi? Mettre à genoux l'économie française, c'est le plan d'action de 5 fédérations CGT qui mobilisent leurs troupes à partir du 7 mars prochain contre la réforme des retraites. L'objectif, désorganiser partout et au maximum la production avec des appels à la grève reconductibles dans l'ensemble des raffineries françaises, mais aussi à la SNCF et la promesse d'une semaine noire dans l'énergie avec coupure et blocage de sites. On en parle dans l'édito de Patrick Cohen et avec nos invités. A tout de suite pour cette émission. Elle est rediffusée à 23h25 et le nouveau direct. Je vous retrouve demain avec plaisir. Bonne soirée.